Il pensait que j'allais m'effondrer quand le CFO m'a coupé en plein milieu de phrase lors de la présentation trimestrielle, sa voix résonnant dans le live stream devant chaque investisseur et analyste connecté. « Angela, ne perdons pas de temps avec des spéculations », a-t-il lancé, avec un sourire narquois dans le silence pesant qui a suivi. Une humiliation publique conçue pour me rabaisser. Mon visage était resté impassible, mais à l'intérieur, j'ai senti la température chuter. Il croyait m'avoir acculé. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il me restait moins d'une heure pour transformer ce même appel en scène de sa propre chute. Avant de poursuivre mon récit, dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et vous, comment réagiriez-vous si quelqu'un tentait de vous humilier publiquement? Croyez-moi, vous voudrez savoir comment tout cela va se retourner. L'appel trimestriel avec les investisseurs venait à peine de commencer lorsque le CFO m'a coupé net, sa voix froide et tranchante résonnant dans le live stream, suivie par chaque analyste, actionnaire et dirigeant à l'écoute. « Angela, ne perdons pas de temps avec des spéculations », a-t-il lâché. Ces mots pensés non seulement pour me réduire au silence, mais aussi pour m'humilier devant les mêmes personnes dont j'avais patiemment gagné la confiance pendant des années. Un silence a suivi, si long que j'entendais battre mon propre cœur dans mes oreilles. Mon visage est resté figé, ma voix mesurée, mais à l'intérieur je ressentais la brûlure d'être acculé. Il avait choisi son moment avec soin. Les caméras tournaient, l'appel était enregistré, et des milliers d'yeux et d'oreilles étaient braqués sur nous. Il pensait qu'en me coupant ainsi, je deviendrais la femme incapable de se défendre. C'était sa première erreur. Je ne me suis pas défendue parce que je n'en avais pas besoin. J'avais ce qu'il n'avait pas. Un plan qui ne nécessitait pas de crier. L'humiliation n'était pas seulement dirigée contre moi, c'était un coup de force. Daniel Cole, CFO, tournait autour de ma division depuis des mois, cherchant à se positionner comme le véritable moteur des résultats, tandis que j'étais reléguée au rôle commode de figurante. M'abattre en direct n'était pas une cruauté gratuite, c'était sa stratégie. Si j'avais l'air faible, ses chiffres paraîtraient plus solides. Si je vacillais, il pourrait s'emparer de mon budget. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que je n'avais aucune intention de jouer selon ses règles. J'ai laissé l'appel se poursuivre. Il savourait sa prestation, plaisantant avec le CEO, répondant aux questions avec l'arrogance lisse d'un homme persuadé que la bataille était gagnée. De mon côté, je ne disais que le strict nécessaire, des réponses courtes, précises, mais derrière ce calme, chaque seconde était un calcul. Parce que je connaissais bien ce public, les analystes à l'affût d'incohérences, les investisseurs qui s'alarment au moindre signe de faiblesse. Ils n'avaient pas besoin que je me dispute avec lui. Ils avaient besoin que je réoriente leur attention. Daniel croyait m'avoir réduite au silence. En réalité, il m'avait offert la scène. En me muselant, il avait attiré tous les regards sur le contraste entre son assurance tapageuse et mon silence maîtrisé. Et ce silence, placé au bon moment, était plus dangereux que n'importe quelle réplique. L'humiliation était réelle, mais ce n'était pas une fin, c'était une étincelle. Il avait braqué le projecteur sur lui-même et il me restait 45 minutes avant la fin de l'appel pour m'assurer que ce projecteur le brûle vif. Je n'avais pas besoin de deviner qui avait orchestré cette embuscade. Daniel Cole préparait le terrain depuis des mois. Son titre de CFO ne lui suffisait pas. Il voulait étendre son influence à toutes les divisions, y compris la mienne. Son sourire suffisant quand il m'a coupé en disait long. Ce n'était pas un dérapage, c'était volontaire, répété, calculé, pour me rendre insignifiante tout en renforçant son autorité devant ceux qui comptaient le plus. La stratégie de Daniel avait toujours été la même. Contrôler la perception plutôt que la performance. Les chiffres pouvaient être arrangés, les récits enjolivés, et si un rival semblait hésitant en public, le marché récompensait l'apparence de domination. Il croyait que l'humiliation était un outil, et ce jour-là, il pensait en avoir perfectionné l'usage. Ce qu'il avait sous-estimé, c'était ma mémoire. J'avais déjà vu ce jeu, des jeunes managers dont la voix tremblait après qu'ils les aient corrigés, des directeurs qui se taisaient quand ils souriaient narquoisement pendant leur présentation. Eux disparaissaient, lui avançait. Mais contrairement à eux,
Je ne jouais pas pour survivre. Je jouais pour gagner. Et je connaissais exactement sa faille. Depuis des mois, des murmures me parvenaient sur les projets parallèles de Daniel. Des réaffectations budgétaires dissimulées sous des intitulés anodins, des initiatives pilotes qui n'aboutissaient jamais, mais engloutissaient des millions. Il éludait les questions par des plaisanteries, écartait les doutes avec son charme. Mais le charme s'effondre sous le poids du contrôle. Et ce contrôle est facile à provoquer quand on sait quel fils tirer. Alors, quand j'ai vu ses yeux se tourner vers le flux des analystes, confiant dans sa performance, j'ai souri. Car Daniel n'était pas seulement mon adversaire ce soir-là, il était le seul homme de cette entreprise dont l'arrogance le persuadait qu'il était intouchable. Et l'arrogance est la faiblesse la plus facile à retourner en arme. Je n'avais pas besoin de me disputer avec lui. Il me suffisait de m'assurer que les bonnes personnes commencent à poser les bonnes questions. Au moment où Daniel m'a réduite au silence, j'ai su exactement combien de temps il me restait avant que la perception de faiblesse ne se fige en vérité. 45 minutes. C'était mon champ de bataille. Pendant ce laps de temps, les analystes allaient enchaîner leurs questions, les investisseurs allaient chercher des éclaircissements et les dirigeants connectés observeraient attentivement qui, de nous deux, maîtrisait le récit. Si je restais muette, la version de Daniel se solidifierait. Si je l'attaquais de front, je paraîtrais sur la défensive, émotive, exactement aussi insignifiante qu'il voulait me montrer. La seule option viable était de retourner son arme contre lui, la perception. Le timing était crucial. Je ne pouvais pas me précipiter. Si je frappais trop tôt, cela ressemblerait à une vengeance. Si j'attendais trop, l'appel se terminerait avec sa voix résonnant dans toutes les oreilles. Non, la fenêtre était précise. J'avais jusqu'au dernier tour de questions des analystes, le moment où l'examen devient le plus acéré et les nerfs les plus tendus. C'est là que sa confiance pourrait se fissurer. Mais pour atteindre cet instant, je devais préparer le terrain. J'ai commencé par le silence, laissant Daniel savourer sa domination temporaire. Chaque plaisanterie qu'il lançait, chaque remarque désinvolte qu'il distribuait, ajoutait du poids à l'arrogance qui finirait par le trahir. En parallèle, j'ai commencé à tisser mon piège à travers le fil de questions-réponses. Lorsqu'un analyste a interrogé sur l'expansion du marché, j'ai glissé une note dans le canal partagé, apparemment anodine, juste un rappel que les budgets des programmes pilotes avaient fortement augmenté ce trimestre. Pas une accusation, simplement un fait. En quelques secondes, un autre analyste a repris ce point à voix haute. Daniel a écarté la remarque d'un rire, mais la graine était plantée. J'ai jeté un œil à l'horloge. 30 minutes restantes. C'était assez pour qu'un murmure devienne soupçon, qu'un soupçon devienne pression. Il me suffisait de le guider, discrètement et avec constance, jusqu'au moment où les questions deviendraient assez tranchantes pour percer son armure. Il croyait m'avoir dépouillé de tout pouvoir. Ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'en s'emparant du projecteur, il avait aussi passé la corde à son cou. Il ne me restait plus qu'à la resserrer avant la fin du temps imparti. Le secret n'était pas d'attaquer Daniel de front, c'était de laisser les autres poser les questions pendant que je semblais parfaitement calme. Pendant la courte pause entre les présentations, alors que le CEO passait au sujet suivant, j'ai glissé un commentaire discret dans le chat interne visible par tous les analystes. Intéressant que les allocations des projets pilotes aient doublé sans que de nouveaux livrables soient listés. Rien d'accusateur, rien de dramatique, juste une curiosité notée noir sur blanc. Une minute plus tard, un analyste m'a envoyé un message privé. « Parlez-vous du projet Westbrook ?» Je n'ai pas répondu directement, me contentant d'écrire « Regardez les dépôts du T2 ». C'était suffisant. Les analystes détestent les filles pendant, et je venais de leur entendre un. Quand le CEO est revenu à son discours, j'ai vu la file de questions s'illuminer d'activité. Le plus beau, c'est que Daniel n'en savait rien. Il souriait encore face à la caméra, persuadé que son coup de ciseau initial lui avait donné l'avantage. Je le laissais savourer. L'arrogance rend les gens négligents et il n'échappait pas à la règle. Quand un autre analyste a demandé des précisions sur les reclassifications budgétaires, sa réponse a été trop désinvolte, trop expéditive, comme un professeur écartant la question gênante d'un étudiant.
Cela n'a fait qu'attiser la curiosité. En parallèle, j'ai ajouté une autre impulsion. J'ai écrit à un investisseur que je connaissais bien. Étrange que les budgets Ops continuent d'augmenter alors que la production reste stable. Peut-être que Daniel précisera plus tard? Là encore, pas une accusation, juste une graine. Sa réponse a été quasi instantanée. Je soulèverai le point lors du Q&A. Parfait. À ce stade, le rythme de l'appel avait changé. Le ton était moins détendu, moins sûr. On pouvait sentir les analystes aligner leurs vraies questions pendant que Daniel continuait de meubler le silence avec son charme. Je n'avais pas besoin de bouger le petit doigt. La marée tournait déjà. 15 minutes plus tard, je voyais son sourire se crisper à mesure que ses plaisanteries tombaient à plat. Il pensait m'avoir réduite définitivement au silence. Mais tout ce que j'avais fait, c'était échanger ma voix contre la leur. Chaque murmure que j'avais placé résonnait désormais comme un écho grandissant vers quelque chose auquel il ne pourrait pas échapper. Et le meilleur dans tout ça? Je n'avais ni menti, ni accusé, ni enfreint une seule règle. J'avais simplement semé le genre de questions auxquelles Daniel n'aurait jamais de bonne réponse, et veillé à ce qu'elles éclatent au grand jour, exactement quand toute la salle écouterait. Une fois la première graine semée, le véritable travail a commencé. Je n'avais pas besoin de dominer l'appel, ni de récupérer du temps de parole. Cela n'aurait fait que nourrir le récit de Daniel, selon lequel je spéculais, et faisais perdre du temps à tout le monde. À la place, j'ai avancé avec précision, modelant la conversation sans jamais me placer au centre. Chaque geste devait sembler une coïncidence. Les analystes tirent de fierté de déceler des schémas. Les investisseurs tirent de fierté de sentir le risque. Il me suffisait de leur donner de quoi mordre, et le propre historique de Daniel ferait le reste. J'ai attendu qu'il vante les gains d'efficacité de son équipe opération. Puis, dans la fonction de note partagée visible pour certains participants, j'ai ajouté un simple point d'interrogation après l'expression « gain d'efficacité ». En moins de 30 secondes, 2 analystes ont posé des variantes de la même question. Pourquoi les coûts salariaux augmentaient-ils si l'efficacité s'était prétendument améliorée? Daniel a ri dans son micro, lâché une phrase sur des frais temporaires d'intégration et a continué. Mais déjà, il se penchait plus près de l'écran, son ton un peu plus sec. La première fissure. Ensuite, j'ai glissé un mot à une membre du conseil connue pour sa sensibilité aux questions de conformité. Un message bref, peut-être utile de préciser comment les nouveaux contrats fournisseurs de Daniel ont été validés. La procédure exige 2 signatures, où je n'en ai vu qu'une. Là encore, pas une accusation, juste une observation anodine. Elle n'a pas répondu, mais j'ai vu son stylo s'agiter sur le bloc-notes devant elle. Daniel continuait de parler, ignorant que son auditoire n'était plus totalement convaincu. Il se préparait à le tester. Je me suis gardé d'en faire trop. Le silence peut résonner plus fort qu'une question s'il tombe au bon moment. J'ai donc laissé l'appel se dérouler, observant attentivement le rythme de Daniel. Il aimait conclure ses réponses par un sourire, un air de charme étudié. Mais ce charme n'opère que si la salle accepte son autorité. Au fur et à mesure que les doutes se propageaient, ce sourire paraissait de plus en plus forcé. À mi-parcours, je le voyais à sa mâchoire crispée, à la façon dont il brassait ses notes. Il sentait que quelque chose avait basculé, sans savoir quoi. C'était toute la beauté du procédé. Je ne l'affrontais pas directement. C'était le poids collectif d'un auditoire qui, soudain, flairait le sang. Quand un analyste a demandé « Pouvez-vous donner des précisions sur les dépenses du projet pilote Westbrook ?» Nous n'avons pas pu rapprocher les chiffres du dernier dépôt. Je me suis adossé à ma chaise, expression neutre. Cette question était inévitable dès lors que je les avais orientés vers les documents. Daniel a cligné des yeux, bafouillé, puis déroulé une explication pleine de jargon, polie mais creuse. L'analyste a relancé, plus incisif. Daniel a forcé un rire, mais il sonnait creux, fragile. Je n'ai pas prononcé un mot. Je n'en avais pas besoin. Les questions se multipliaient, chacune tournant un peu plus près des incohérences que j'avais discrètement soulignées. Au moment où l'on aurait servi le dessert dans un dîner de gala, l'appel était déjà saturé de suspicion. Daniel transpirait, son arrogance initiale remplacée par une tension visible.
Tout le monde pouvait le sentir. Quelque chose clochait, et l'homme qui m'avait réduite au silence était désormais celui qui cherchait désespérément son souffle. L'art de l'ingénierie sociale n'était pas fait de mensonges ni de confrontations. Il consistait à laisser filtrer les bons détails entre les bonnes mains jusqu'à ce que la pression s'accumule d'elle-même. Et une fois appliquée, la pression ne se relâche pas, elle écrase. Tout a commencé par une seule question, posée d'un ton apparemment banal, mais qui cachait une lame. « Daniel, pouvez-vous nous expliquer précisément comment ces budgets pilotes ont été validés ?» La voix venait d'un analyste senior qui ne parlait jamais pour rien. Daniel se redressa, hocha vite la tête et lança un discours rodé sur les pipelines d'innovation et les initiatives d'efficacité accélérée. C'était fluide, presque convaincant, jusqu'à ce qu'une autre voix s'élève. Mais si ces validations ont suivi la procédure standard, pourquoi le dépôt ne montre-t-il qu'une seule signature d'autorisation ? Silence. Un silence assez long pour que chacun perçoive le basculement. Daniel cligna des yeux à plusieurs reprises, puis ajusta sa cravate, bien que l'on ne voie que ses épaules à l'écran. « C'est un oubli administratif ?» répondit-il rapidement, mais les mots tombèrent à plat. Sa voix s'était resserrée, l'humour facile avait disparu, les questions fusèrent. « Pouvez-vous préciser pourquoi la reclassification des dépenses fournisseurs a doublé ce trimestre ? Quelle responsable conformité a validé ? Ces allocations sont-elles récurrentes ou discrétionnaires ? » Chaque question tombait comme un marteau, et à chaque fois les réponses de Daniel devenaient moins sûres. L'homme qui m'avait réduite au silence plus tôt trébuchait désormais, pris dans le piège qu'il avait tendu. Son front brillait sous les projecteurs du studio. Il s'accrochait au jargon, s'y noyait, se contredisait, revenait en arrière, puis s'interrompait au milieu d'une phrase. Les investisseurs ne riaient plus. Les analystes ne passaient plus poliment à autre chose. Ils insistaient, leur voix aiguisée par l'odeur du sang. Je n'avais rien à dire. Je restais immobile, caméra stable, lèvres neutres, regard calme, observant son effondrement devant ceux qui l'espéraient impressionner. Chaque bafouillage clouait un peu plus sa crédibilité. Chaque tentative de plaisanter pour s'en sortir renforçait l'impression qu'il dissimulait quelque chose. Quand le CEO a tenté d'intervenir, remerciant les participants et suggérant de traiter les questions restantes hors ligne, le mal était déjà fait. L'appel s'est terminé, mais le silence qui a suivi pesait plus lourd que n'importe quelle conclusion. Daniel avait voulu m'humilier devant le marché. Au lieu de cela, il s'était humilié lui-même, anéanti non par la confrontation, mais par le poids de questions auxquelles il ne pouvait répondre. J'ai refermé mon ordinateur d'un geste sûr, consciente que l'exécution était achevée. Après la fin de l'appel, le silence dans les bureaux était révélateur. Les téléphones, d'ordinaire en sonnerie continue, restaient hélas muets. Les écrans, habituellement saturés de bavardage, diffusaient en boucle les réponses hésitantes de Daniel. Nul n'avait besoin d'un mémo pour comprendre ce qui venait de se produire. Le CFO, qui avait bâti sa carrière sur l'assurance et la prestance, venait de se dévoiler aux yeux des seules personnes dont l'opinion comptait réellement. Je l'ai croisé dans le couloir 1 heure plus tard. Son visage était livide, son col défait, ses yeux fuyants comme s'il cherchait une issue de secours qui n'existait plus. Pour la première fois depuis des années, il évitait mon regard. À ce stade, je n'avais plus besoin de prononcer un mot. Le récit était déjà en train de se réécrire. Les analystes avaient isolé ces contradictions et les faisaient circuler. Les intermédiaires des investisseurs murmuraient à propos de possibles erreurs de reporting. Les membres du conseil avaient convoqué une session d'urgence pour le lendemain matin. La chute de Daniel ne m'appartenait déjà plus. Elle appartenait au soupçon collectif que j'avais discrètement orienté contre lui. Et le soupçon, une fois cristallisé, ne disparaît jamais. Au crépuscule, j'ai reçu un message d'un collègue. Il rédige sa lettre de démission. Je l'ai lu une fois, reposé mon téléphone et me suis autorisé un mince sourire. Il avait tenté de détruire ma crédibilité d'un seul coup public. À la place, il s'était effondré sous sa propre prestation, mise à nu par la scène qu'il avait lui-même choisie. La vengeance n'avait nécessité ni preuve irréfutable, ni confrontation frontale.
Elle avait seulement exigé de la précision et la patience de le laisser tomber sur sa propre épée. Au lever du jour, le mail de démission circulait déjà. Pas d'explication, pas de tournée d'adieu, juste une annonce sèche indiquant que Daniel Cole quittait ses fonctions pour poursuivre d'autres opportunités. Une formule creuse, celle qu'on réserve à ceux que l'on pousse vers la sortie plutôt qu'à ceux qui choisissent de partir. Sur les forums d'investisseurs, la spéculation faisait rage. Les analystes disséquaient ces réponses de la veille, les qualifiant d'évasives, voire d'irresponsables. Les actionnaires exigeaient des éclaircissements du conseil. Et au milieu de tout cela, mon nom n'apparaissait nulle part. C'était là toute la beauté de la chose. Je ne l'avais pas accusé. Je n'avais pas pris la parole hors de propos. Je n'avais enfreint aucune règle. J'avais simplement laissé les autres remarquer ce qui avait toujours été sous leurs yeux. Dans le calme de mon bureau, je sirotais mon café en faisant défiler les réactions. Mes collègues, qui m'avaient vu me faire réduire au silence, me voyaient désormais intact, stable, renforcé même par mon refus de vaciller. Voilà la véritable victoire. Non pas l'éviction d'un rival, mais la transformation d'une perception. Il avait tenté de me faire passer pour insignifiante. À la place, il s'était révélé incompétent. Au fond, je n'avais pas eu besoin de gagner un débat. Il me suffisait de tenir la salle assez longtemps pour qu'il la perde. Il pensait qu'en me réduisant au silence lors d'un appel public, il mettrait fin à ma crédibilité. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que l'humiliation n'est pas une destruction, c'est une étincelle. Ce moment unique qu'il croyait m'effacer est devenu l'étincelle même qui a retourné la salle contre eux, me laissant intact, tandis qu'il s'effondrait. Avec le recul, la leçon est limpide. Le pouvoir n'appartient pas toujours à la voix la plus forte, ni à celui qui détient le titre. Le pouvoir appartient à celui qui maîtrise la perception. En choisissant le silence plutôt que la défensive, j'ai découvert ce que beaucoup ignorent. Il n'est pas nécessaire de combattre de la manière attendue par votre adversaire. Il suffit de rediriger l'attention pour que la vérité se révèle d'elle-même. Daniel a tenté de m'humilier parce que son arrogance lui faisait croire que la performance ne comptait pas, seulement l'image. Mais la vérité, c'est que l'arrogance se fissure sous l'examen attentif, tandis que l'intégrité brille en arrière-plan, discrètement. Ce n'est pas seulement une histoire de drame d'entreprise, c'est une leçon sur la façon dont nous faisons face à la trahison, au manque de respect et à l'injustice dans la vie quotidienne. Au travail, dans les amitiés, voire en famille, il y aura des moments où quelqu'un tentera de vous rabaisser devant les autres. L'instinct pousse à riposter immédiatement, à rendre coup pour coup. Mais bien souvent, la stratégie la plus fine consiste à attendre, observer et laisser leur propre comportement les condamner. La morale finale est simple mais profonde. La revanche n'a pas besoin d'être bruyante ou destructrice. Parfois, il suffit de s'assurer que la personne qui a voulu vous nuire affronte le poids de ses propres actes. La véritable force ne se mesure pas au bruit que l'on fait, mais à la capacité de garder son calme pendant que les autres révèlent qui ils sont vraiment. Comment commencer dès aujourd'hui? Entraînez-vous à marquer une pause avant de réagir face au manque de respect. Le silence peut être plus puissant que la colère. Apprenez à poser des questions qui amènent les autres à révéler d'eux-mêmes la vérité. Construisez votre réputation en silence. La crédibilité est le meilleur bouclier contre les attaques. Et vous? Avez-vous déjà été humilié publiquement au travail? Comment avez-vous réagi? Partagez votre expérience dans les commentaires, je serai ravie de la lire. Et si vous souhaitez d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner.